Maintenant, vous connaissez les grandes lignes du système énergétique de notre corps. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo qui fait suite au Biosphère sur l'énergie du corps humain qui est sorti il y a 2 ou 3 semaines, ça dépend quand sortira cette vidéo. Alors, on va profiter de cette vidéo comme le petit plus précédent pour apporter des précisions sur l'épisode par rapport aux remarques qui ont pu être faites, etc. Donc déjà 58 réponses pour le sondage, c'est un poil moins que la dernière fois. On peut imaginer que c'est essentiellement parce que le sondage est arrivé beaucoup plus tard dans la vidéo, mais 58 réponses, on peut dire quand même qu'on... c'est déjà très bien. Il y avait 4 réponses possibles pour la question « Quel est l'attribut qui a été sélectionné au cours de l'évolution pour éviter que le catalogue d'enzymes du corps humain soit trop important ?» Soit une monnaie énergétique, des enzymes ingénieurs, la réponse D, c'est la réponse troll, et beaucoup d'enzymes, et tant pis. Donc 60% des gens ont répondu la réponse A, une monnaie énergétique, donc 60% des gens ont trouvé la bonne réponse. 18% des gens, je pense, se sont vraiment trompés en disant que c'était des enzymes ingénieurs. Et ensuite, on a 15% des gens qui ont trollé et 5% des gens qui ont retrollé avec beaucoup. Merci à vous. Mais cette petite vidéo est différente de la précédente puisque contrairement à la précédente vidéo, c'était une collaboration donc avec le magnifique professeur Lablouse avec qui je suis en compagnie aujourd'hui pour traiter de ces précisions et de ces ajouts. C'est moi. Bonjour à tous et à toutes, bien sûr. Donc c'est parti. Merci de m'avoir invité. Nous allons rendre belle la vulgarisation scientifique ce soir, voilà. C'est bien dit. Donc, premier problème qui a été soulevé sur Twitter par Gala Molécule, la métaphore qui a été utilisée d'un perchoir avec une sphère à son apogée qui tombe donc, pour modéliser une réaction chimique ne serait pas pertinente car le perchoir est très sympathique, mais si avant la réaction on est au plus haut énergétique, c'est que l'on se situe sur un intermédiaire réactionnel non isolable. Donc voilà une remarque fort précise en chimie. Pour revenir sur cette notion, ce que dit Gala, c'est qu'en fait dans une réaction chimique, il y a souvent, généralement, le niveau énergétique de départ va être plus élevé que le niveau énergétique d'arrivée, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, au cours de la réaction, l'énergie ne tisse pas en fait une droite entre le point de départ et le point d'arrivée. Souvent, elle va prendre un pic, ou plusieurs pics même, à un niveau intermédiaire plus élevé que le niveau énergétique de départ et le niveau énergétique d'arrivée. C'est ce qu'on appelle l'intermédiaire réactionnel, qui est une molécule hypothétique dans le sens où on ne peut pas l'isoler en tant que tel. Ce n'est pas un produit ou une molécule que l'on peut obtenir comme ça, seul. Donc c'est très pertinent de sa part, puisque avec mon schéma, si on aurait voulu représenter la réalité telle qu'elle est, eh bien la sphère au sommet du perchoir aurait dû s'élever légèrement avant de descendre. Ce qui n'est pas le cas. Bah, ça s'improvise pas des chimistes, et pour le coup, donc Gala fait partie des chimistes réputés de Twitter, que nous saluons bien sûr. Qui nous permet donc dans cette vidéo d'enrichir le contenu scientifique de la vidéo précédente en apportant ce genre de précision qui était impossible d'aborder dans la première vidéo. D'où l'intérêt de cette vidéo, c'est de faire une précision là-dessus, ce qui est très bien. Totalement. Voilà. D'ailleurs, à ce sujet, Gala poursuit, parce qu'elle a fait une critique assez détaillée de la vidéo, et on la remercie d'ailleurs. Merci Gala, si tu nous vois. Et les enzymes ne sont pas des balances, elle nous dit. Et en effet, ça aussi c'est une simplification de notre part, puisque dans le cas précis de cette vidéo, on ne voit le rôle des enzymes que dans leur implication dans les couplages énergétiques. C'est-à-dire dégrader une molécule, utiliser l'énergie qu'elle libère lors de sa dégradation pour construire la monnaie derrière qui sera ensuite utilisée dans le corps. Donc le couplage énergétique, c'est les enzymes qui le font. Donc là, c'était pertinent de voir l'enzyme comme un couplage, donc l'enzyme comme une balance. Mais elles ne font pas que ça. Elles sont aussi impliquées dans tout un tas d'autres réactions. Prof, tu as sans doute des idées de réactions ? Oui, tout à fait, oui. Le truc, c'est que l'enzyme est expliquée un peu bizarrement, y compris dans le secondaire. Bon, on m'a expliqué les enzymes de cette manière-là. Les enzymes, c'est une molécule qui catalyse une réaction, donc qui accélère la vitesse d'une réaction chimique. Mais en fait, même surtout quand on est dans le secondaire, donc au lycée, hein, j'entends, bah, ça veut rien dire, ça, voilà. Et donc moi, je trouve qu'on oublie de présenter l'enzyme sur ce que c'est vraiment. L'enzyme, c'est une protéine, déjà, pour commencer, et au-delà de ça, il faut les voir comme des petites ouvrières dans le corps humain, qui vont faire plein de petites actions différentes. Des actions couper une molécule, relier des molécules entre elles, elles vont aussi répliquer de l'ADN, il y a des grandes classes d'enzymes comme ça,
Et voilà, il faut commencer déjà par comprendre ça, ce que elles font plein de petites actions très particulières, très spécifiques. Voilà, d'ailleurs on s'en sert au laboratoire, tellement des fois c'est très spécifique. Et voilà, je peux donner juste un nom d'un exemple, l'ADN polymérase, c'est celle qui permet la réplication de l'ADN lorsque vos cellules se multiplient. C'est une enzyme extrêmement importante, voilà. Donc voilà, faut déjà commencer par comprendre ça avant de comprendre le fait que ça accélère la vitesse de réaction, voilà. C'est les deux penchants, c'est important de savoir ça quand même, le coup de la catalyse. Mais je trouve qu'à chaque fois il manque un peu ce détail, donc ça me semble important, une précision qui me semble très importante et qu'on oublie beaucoup en fait, je trouve. Donc maintenant vous saurez ce que c'est qu'une enzyme, à peu près, voilà. Achievement got, savoir ce qu'est une enzyme. Voilà. Ensuite c'était un point que tu avais relevé, prof. Oui, sur la concentration de l'ATP, effectivement. C'est en faisant quelques petites recherches, je suis tombé sur le fait, donc c'est un peu à propos aussi de la prédominance de l'ATP dont on a parlé, et que il y a une publication qui, je crois, est assez récente, dans tous les cas, le lien est dans la description, qui dit qu'en fait, l'ATP est en grande concentration, et qu'il y a plus d'ATP dans une cellule qu'il n'en faut pour les enzymes. Ce qui est un peu étonnant. Donc on rappelle succinctement, l'ATP c'est le carburant des enzymes pour qu'elles fassent leur réaction, voilà. Je résume et j'ai très peur maintenant d'utiliser des termes de chimie. Voilà. Et enfin bon, toujours est-il mes proches. Voilà. Et toujours est-il que du coup, ils ont donc beaucoup d'ATP, il y en a trop pour les enzymes. Et en fait, ils ont trouvé que l'ATP permettait de solubiliser les protéines. Une cellule, il y a beaucoup de choses dedans, c'est un peu tassé. Il se passe aussi beaucoup de choses, et donc permettre de solubiliser les protéines, ça. J'imagine que ça homogénise et ça optimise le fonctionnement d'une cellule, parce que quand on regarde le schéma d'une cellule, c'est un peu le bordel, on peut le dire, c'est un peu le bordel dans une cellule, voilà. Et donc du coup, c'est aussi une des pistes par rapport à cette prédominance de l'ATP, parce que ce serait un rôle du coup non négligeable, même très important pour le coup, parce que peut-être que grâce à elle, la cellule fonctionne bien mieux. Donc voilà, c'était une petite précision en plus par rapport à la prédominance, on en reparlera de toute façon encore un peu dans cette vidéo, voilà, plus tard. Mais donc voilà, précision que j'ai trouvé très intéressante par ailleurs. Le terme que tu as utilisé, que l'ATP était un carburant, est très juste. J'ai d'ailleurs fait un tweet promotionnel de la vidéo qui est complètement erroné sur Twitter. Mais ils ont raison, ouais. Et oui, ils ont tout à fait raison, parce qu'au final, sinon, j'aurais dit une connerie sans jamais avoir l'occasion de revenir dessus, donc c'est une très bonne chose. Et donc, en plus, ça c'est juste un tweet de ma part, donc ça veut dire que j'étais tout seul dans mon lit en train de faire de la merde, et voilà, personne n'était là pour m'en empêcher. Mais bon, heureusement qu'ils étaient là. Et donc du coup, oui, parce que une énergie au sens strict, donc d'après sa définition sur Wikipédia, encore une fois de plus, ça n'engage que Wikipédia, c'est une capacité à modifier l'état d'un système. On peut le voir comme ça en tout cas. Et du coup, l'ATP en tant que tel n'est pas une énergie, puisque l'ATP n'est pas une capacité à modifier un système, l'ATP a une capacité à modifier un système, donc l'ATP ce serait plus de l'énergie en puissance, une sorte de carburant qui peut être consumé pour provoquer, induire un changement dans un système. Donc voilà, petite imprécision. Maintenant l'erreur est réparée, je suis en paix avec mon âme. On peut passer au point suivant. C'est ça, oui. D'ailleurs, on n'a pas dit tout à l'heure, mais c'est vrai que tu as dit quelque chose, que l'ATP servait à plein de choses différentes. C'est tout à fait vrai. Donc nous, on a surtout décrit l'aspect carburant, du coup énergétique. Et moi, je vous ai apporté une précision en plus avec cette solubilisation des protéines. Et il y a aussi le rôle de signal. Donc l'ATP est aussi fait office de signal cellulaire. Voilà, comme le GTP d'ailleurs, c'est pas la seule molécule à faire ça. C'est un détail parfois assez important, parce que c'est vrai que du coup c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît, et qu'une molécule a plein d'impacts directs ou indirects sur plein de mécanismes dans le corps. Voilà, donc c'est une petite précision, et ça montre aussi à quel point le sujet est finalement assez touffu et dense, compliqué. Voilà. Donc on n'a pas trop détaillé le coup du signal, mais je pense que la vidéo était déjà assez complexe dans cette direction-là, mais c'est vrai qu'on aurait pu aller plus loin encore. On fera un épisode 2, voilà. Croco. Allez, épisode 2. Du coup, on peut directement passer au point suivant, donc, qui est de parler de la prédominance de l'ATP, qui était un point qui était en fait abordé par toi essentiellement, du coup, pendant le petite courte intervention que tu as eu dans la vidéo, et qui était probablement trop courte pour pouvoir aborder l'immensité du thème qui t'était alloué.
tout à fait. My bad, c'est ma faute. Et du coup, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ce point? Oui, donc j'ai pris, j'ai toujours mes notes. Hein. Effectivement, il y a un truc. Alors je sais plus si on l'a vraiment bien précisé. Dans ATP, le A c'est pour adénosine, et adénosine en fait c'est une forme, on va dire, de l'adénine. Voilà. L'adénine, c'est une des bases qui compose la molécule d'ADN. Voilà, il y a quatre molécules, hein, enfin il y en a plus que ça, mais il y a 4 molécules qui font l'information génétique, dont l'adénine. Et en fait, l'une des hypothèses que j'ai vues, une piste qu'on n'a pas évoquée, c'est que, je me permets de lire un petit peu, l'adénine en fait aurait pu être le premier nucléotide formé. Mais du coup, pour en revenir à ça, donc tout cet argumentaire était là pour en fait trouver une explication pourquoi c'était l'ATP et pas un autre TP, entre guillemets. Pourquoi pas un GTP, CTP, GTP, ITP, qui était la forme d'énergie principale. Mais on aurait pu aussi aborder le fait que pourquoi est-ce que ce sont des nucléotides triphosphates qui sont des formes d'énergie dans la cellule prédominante en général. Et ce que j'ai pu trouver dans un manuel de biologie très intéressant, que je recommande fortement, c'est le J'intègre. Voilà. En fait, qui est que l'ATP a une enthalpie libre de réaction de 30,5 kJ. Alors, je précise enthalpie libre standard, avant qu'on vienne nous briser les genoux. Enthalpie libre standard de réaction de 30,5 kJ, qui la place à peu près à une position centrale pour le synthétiser et ensuite pour l'utiliser. Il aurait une position un petit peu d'intermédiaire entre les différentes molécules, substrat et molécules produites par les cellules. Ce qui aurait expliqué en fait sa prédominance et son rôle qui facilite en fait les réactions en créant un petit peu ce lien qu'il peut y avoir entre deux molécules énergétiquement très opposées et éviter à avoir à catalyser des réactions qui utiliseraient comme ça des molécules qui libèrent une grande quantité d'énergie et des molécules qui en nécessitent très peu en fait. Et du coup, nous pouvons passer au point suivant, qui est pas un point de moindre. D'ailleurs, c'est toi qui vas essentiellement devoir l'aborder, donc le fameux Lucas. Qui a suscité des débats. Oui, effectivement. Effectivement, on a parlé de Lucas dans cette partie-là, qui a amené quelques questions, et c'est un concept dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo, donc la vidéo qui est Notre ancêtre n'a pas d'anus, voilà, super titre que chacun appréciera. Et à l'époque, j'avais été relu par Patrick, on pourra mettre le lien de son Twitter en description si tu veux bien, lui aussi. Absolument. On va faire de la pub à plein de gens. Et donc il est chercheur à Paris et qui m'avait donc pas mal aidé. Et ça m'a entraîné des discussions et tout, donc c'est vrai qu'on a des précisions à faire voilà, à ce sujet. Et le premier, c'est que ceux qui sont biologistes ont remarqué que je dis l'acronyme LUCA, je le dis d'une certaine manière. Je dis The Last Universal Cellular Ancestor. Toi-même d'ailleurs, ça t'a fait tiquer. Dans la littérature, on trouve souvent Last Universal Common Ancestor et pas cellular. Voilà, c'est ça. Donc Antoine n'est pas le seul à avoir tiqué. Et du coup, en fait, c'était totalement voulu. Quand j'ai sorti cette vidéo, on m'a fait la réflexion. Toutes les choses dont on parle, comme l'ATP, mais même d'autres choses par rapport à Lucas, que ça va être de l'ADN, des choses comme ça, finalement, c'est des traits cellulaires. Si je dis The Last Universal Common Ancestor, bah, les virus exitent. Voilà. Alors que là, je parle bien du cellular ancestor, finalement de l'ancêtre commun des cellules, finalement, dont nous faisons partie. Voilà, donc c'est une précision. Alors, c'est peut-être un pinaillage de biologiste, mais en tout cas, j'ai envie de dire chacun son tour. Hein. Voilà. Ben là, c'est exactement. Donc c'est vraiment juste pour finalement pour inclure dans cette logique-là les virus, tout simplement. Voilà. On a l'impression qu'on les exclut, mais non, au contraire, on les inclut en disant que les virus pourraient être d'une autre voie. Voilà, c'est une autre voie de vie, j'ai envie de dire. Voilà. Une voie parallèle. Donc voilà. Donc c'était un petit pinaillage parfaitement justifié, et c'est très bien parce que ça permet d'en reparler dans cette vidéo, donc ça me va. Voilà. Il y a un deuxième point sur Lucas. Justement à l'époque, donc c'est Patrick qui avait apporté des précisions sur le concept de Lucas. Donc pareil, pour ceux qui connaissent un peu ce concept, on a bien une cellule qui est l'ancêtre commun de tout le monde, donc, enfin de tout le monde, de tout ce qui est cellulaire, donc nous y compris, voilà. Et c'est vrai qu'il y a des choses assez récemment qui ont un peu bouleversé ça. Globalement, quand on regarde les descriptions,
le concept dominant parmi les scientifiques, c'est quand même qu'on a une cellule. Hein. Mais il y a cette explication, donc je reprends un petit peu mes notes, où en fait Lucas pourrait être, attention, tenez-vous bien, c'est forcément un peu déroutant, finalement ce serait pas une cellule, Lucas, mais un ensemble de cellules, une sorte de communauté en fait, voilà. Du fait que à l'époque on avait des transferts, comme aujourd'hui d'ailleurs, des transferts horizontaux entre les micro-organismes. Alors qu'est-ce que c'est qu'un transfert horizontal? J'ai presque envie de te poser la colle. Mais il n'y a aucun problème. Pour que tu expliques. Eh ben vas-y. Un transfert horizontal de gènes, c'est un échange de matériel génétique entre deux espèces qui ne sont pas apparentées. Ou très peu. Voilà. Voilà. Et voilà, il n'y a pas de reproduction entre les deux, il n'y a pas de... C'est sans la voie sexuelle. Voilà. C'est comme si je... Voilà, c'est comme si je refilais à mon camarade, tiens, je te file un jeune ou deux, hop, cadeau, c'est pour toi, t'en fais ce que tu veux, voilà. Voilà, donc je te file des trucs pourris. Hein. Mais, voilà. Et donc du coup, le fait de ces transferts horizontaux, on peut pas dire qu'il y a qu'un seul organisme. Voilà, en gros c'est l'idée. C'est à cause de ce truc-là où on peut dire que finalement, l'organisme, ce serait un mélange voilà, d'organismes. De toute façon, on vous mettra quelques liens éventuellement dans la description pour parler de ça. Petite dernière précision, du coup tu parles des échanges horizontaux de gènes, mais au-delà de ça, il y a aussi des échanges carrément d'organites avec les théories endosymbiotiques, qui sont que nos cellules en fait peuvent respirer et produire de l'ATP notamment. On va retomber sur nos pattes, hein, voilà, c'est ça aussi la beauté de la vidéo. Produire de l'ATP dans ce qu'on appelle des mitochondries qui semblerait, en tout cas d'après les théories, être d'origine bactérienne en fait. Donc les cellules eucaryotes, les cellules avec des noyaux, celles qui nous composent, celles qui composent les levures, en fait auraient acquis la capacité de produire de l'ATP en s'assimilant avec une bactérie. Voilà. Voilà. On peut même faire quelque chose de très interactif, si j'y arrive, c'est montrer le réseau, le Lucas, pas du tout fait, donc en fait c'est naze. Ouais. Mais non, regarde, c'est super comme ça, voilà, on voit bien. Non, c'est voilà, en plus je dois refaire ma mise au point, voilà, c'est très bien. Du coup, nous arrivons à la fin de cette vidéo avec toutes les précisions qui ont été amenées. Donc, le but aussi de cette vidéo est de susciter le débat. Si jamais vous aussi vous avez des précisions à adopter, ou des précisions à apporter, et que vous avez peut-être pas compris des points qu'on a pu aborder, j'essaierai de repasser tout ça au montage quand même pour que ça soit le plus clair et le plus fluide possible dans les explications, parce qu'on a dû se répéter. Mais n'hésitez pas à participer dans les commentaires et que dire de plus si ce n'est d'aller voir la chaîne de Prof Lablouse qui fait des vidéos extrêmement bien avec une ambiance qui est particulièrement travaillée. J'espère que ça s'est retranscrit un petit peu dans l'intervention qu'il a pu faire. C'est une ambiance qui est un peu différente de ce que moi j'ai d'abord sur ma chaîne. C'est plutôt calme, plus dans la profondeur et voilà, on va dire que c'est un esprit différent, mais la différence c'est aussi ce qui fait la beauté de la vie et du règne vivant. Donc allez voir la chaîne de Prof Lablouse. Oh, c'est merveilleux. Quelle introduction. Abonnez-vous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise après ça? Abonnez-vous, mettez la cloche. Voilà. Voilà. C'est ça. Pouce bleu. Hein, voilà. J'ai l'impression de me moquer des jeunes quand je fais ça. C'est pas bien. Bah, en tout cas, je te remercie. C'était très agréable. C'était un sujet extrêmement intéressant. Vous aurez compris que c'était finalement que beaucoup pour ma partie en tout cas, c'était beaucoup des pistes et vous aurez peut-être vous aussi des pistes où vous avez de quoi critiquer ces pistes, etc. Mais c'est un sujet passionnant. Savoir comment une molécule est là, pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle nous veut. Enfin, franchement, c'est très intéressant. Voilà. Challenge relevé, je pense. Ouais, je pense aussi. Mais du coup, à la prochaine pour peut-être une prochaine collaboration. En tout cas. Tout à fait. Et au revoir à tous. Tchuss. Salut!